Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. C'est pas parce que ils disent des insultes enterrants au moment de la rive qu'ils veulent tuer du blanc. Qu'ils avaient l'intention ou pas, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Le multivers est un concept dont nous ne savons vraiment pas grand-chose. On est dans une version du multivers où les États-Unis sont passés à l'Est. Ils ont tué quelqu'un, ils ont blessé d'autres gens. Les appels au meurtre, j'en ai eu, je sais pas, peut-être 150, 200 en une journée et demie. Ils ont frappé des mamans. Peut-être bien qu'il existe plusieurs copies de toi dans ce multivers. On a mis ma tête à prix, enfin bon. Bonsoir. On a déjà François Cluzet. Ah ouais, mais attends, mais là c'est François Cluzet dans Médecin de campagne. Multivers, mon pote. Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste. François, Ça te fait marrer, ça? Tout est carré. nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et quelle guerre! Et d'ailleurs, pour faire une guerre, pour tenir la guerre financièrement, il faut un emprunt. Et oui, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Alors voilà les Français, soyez prêts, bientôt, ce ne sera pas l'appel du 18 juin, mais l'appel à sortir vos bas de laine pour faire l'emprunt défense. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, on va en parler avec Marc Toiti. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on va vous demander. Et à quel prix, bien sûr. Et puis, où en sont les négociations Russie, Amérique, Ukraine? Ce qu'on sait, c'est que Trump et Poutine vont se rencontrer où? En Arabie Saoudite. Intéressant. Pourquoi en Arabie Saoudite alors que c'est en Europe? Et puis qu'il n'y aura absolument aucun Européen dans ces négociations américano-russes. Aucun Européen ne sera présent. Alors ils seront à la carte ou au menu? Vraie discussion. Yalta ou Munich pour certains. On va aussi en parler avec François Martin qui a écrit un très bon livre là-dessus. Et puis, évidemment, les perles. D'abord, je suis très content qu'un président de la République reconnaisse qu'il y a des grands journalistes. En l'occurrence, le président algérien a reconnu les grands journalistes. Et on va en parler là aussi voilà, c'est intéressant que maintenant on nomme, les politiques nomment leurs journalistes préférés. Et puis tout le reste, vous le savez, ce qui s'est passé à Crépol. Hein. Alors, y a-t-il un racisme anti-blanc ou pas racisme anti-blanc? That is the question. En tout cas, ça fait encore discussion. Et en seconde partie de l'émission, eh bien, on va recevoir l'auteur d'un livre passionnant, d'un livre vrai et un livre. Vous savez ce que c'est que ce livre? Il est aussi important que la France Orange Mécanique de Laurent Oberton il y a 10 ans, parce que c'est la France Orange Mécanique vue de l'intérieur. C'est le Jarl, et ça s'appelle « C'est pas très encourageant, ça va mal finir ». On en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et il y a de quoi être dans tous ces états. Vous savez que je viens de dire une haut gradée de la Commission européenne qui décrivait le nouveau contexte international dans lequel l'Europe évolue. Elle dit ceci: une situation de danger comme on en connaît une fois par génération. Oui, elle parle de la guerre, des bruits de guerre, Russie-Ukraine, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces cas-là, on fait appel, évidemment, à l'effort, à la générosité des Français et des Européens. Mais les Français d'abord. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Eh bien, on fait un fonds d'investissement. Vous allez voir, c'est une très belle histoire. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. N'y touchez pas, gardez pour elle. N'y touchez pas, gare au bonheur. Toi qu'à la fringale, prends l'or des étoiles. Touche pas. Eh bien, c'est quoi? C'est la chanson éponyme de Philippe Clay. Touchez pas au Grisby. Touche pas au Grisby. On va toucher au Grisby. Eh bien, on parle depuis quelques jours. Eh bien, on a lancé le fonds d'investissement pour la défense. Et oui, il faut se préparer. Et alors, le 20 mars dernier, sur France 24, on a entendu Nicolas Dufourcq, président de la BPI, président directeur général de la BPI. Donc, une institution. Et voici ce qu'il disait à ce propos. Écoutez. Permettre aux Français de financer l'industrie de défense avec un projet présenté ce matin à Bercy. Un placement de 500 € minimum à quelques milliers d'euros dans un fonds propre. Vous mettez 500 €.
ou 1000 euros. Et nous, avec ça, on investit dans quelque chose comme 150, 250, 300, 400, 500 entreprises. Simplement, il faut savoir que quand on investit en fonds propres, vous pouvez tout perdre. Donc, c'est pas un livret protégé par l'État, avec un avantage fiscal, etc. Vous êtes un investisseur. Alors là, c'est vraiment intéressant. Je dois dire, Marc Toiti, que les bras m'en sont un peu tombés quand j'écoute Nicolas Dufourcq, quelqu'un de très sérieux. Alors, fonds d'investissement, voilà, 500 euros, vous pouvez mettre 1000 euros, 2000 euros, etc. Mais attention, prenez tous les risques. Marc Toiti, bonjour. Bonjour, cher André, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes conseiller économique à eToro. Vous avez votre YouTube, chaîne qui marche très fort, Marc Toiti TV. Alors dites-moi, je comprends pas, on fait un fonds d'investissement, donc c'est pas un emprunt, et on vous dit, allez, vous allez mettre de 500 euros à 3000 euros, et puis voilà. Mais alors, c'est quoi ça ? C'est assez incroyable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai entendu ça, je croyais que c'était une blague. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on vous propose ? Alors, on vous dit, bon, vous mettez minimum 500 euros, mais attention, bloquez au moins 5 ans. On ne peut pas toucher à l'argent. Oui, bloquer 5 ans. C'est pas un livret A, on peut fonctionner comme ça quand on veut. Non, c'est bloqué au moins 5 ans. On n'a pas encore le détail, ça se trouve, ça soit peut-être même plus. Et évidemment, il n'y a aucun taux d'intérêt garanti, on ne dit pas combien ça va ramener, et même le capital n'est pas garanti. C'est ce que vient de dire effectivement M. Dufourcq, qui est le PDG de BPI France, qui va justement gérer ce fonds. Donc il le dit lui-même, vous pouvez tout perdre. Alors j'étais assez surprise que, quand j'ai entendu ça, c'était sur France 24, justement, j'ai fait ensuite l'interview, mais ça n'a pas du tout été repris. Et j'ai même entendu, je ne vais pas donner de nom pour être par charité, mais certains journalistes économiques de chaînes qu'on connaît, de chaînes françaises, vont dire, ah ben ça peut ramener 10 à 15%. Ça, c'est incroyable. Comment on peut taux d'intérêt qui n'a jamais été avancé, n'est rien du tout. Non, c'est-à-dire, en fait, ils se sont dit, bon, c'est que ce qu'on appelle le private equity, ça veut dire, voilà, des investissements sur des entreprises, notamment des startups, etc., ça peut ramener parfois entre 10 et 15%. C'est vrai, mais encore une fois, c'est le couple rendement-risque. S'il y a un rendement potentiellement élevé, ça veut dire qu'il y a aussi un risque élevé. Mais donc aucune garantie. Aucune garantie. On peut faire plus 15, mais aussi moins 15. Oui, c'est assez incroyable. Alors j'ai même vérifié, parce que j'ai fait un tweet la semaine dernière en disant c'est plus fort que Madoff. Effectivement, j'ai regardé la notice, fait ce que proposait Madoff à l'époque. Oui, les subprimes. C'était une arnaque, comme vous le savez. Maintenant, on le sait, mais à l'époque, on ne le savait pas. Ponzi, le fameux schéma de Ponzi. Exactement. Donc en fait, pour faire ça, bon, ça sera pas pareil là, mais il prenait l'argent des nouveaux adhérents pour payer les anciens, bref. Et même lui, qu'est-ce qu'il proposait comme rendement ? 8 à 12%. Et là, on lui propose 15%. 10 à 15. C'est quand même assez incroyable. Et ce sont des journalistes économiques, encore une fois, normalement, qui doivent faire leur boulot, qui doivent vérifier, qui sortent ça au grand public. Alors, c'est possible de gagner 10 à 15%, mais il faut aussi dire, vous pouvez aussi, comme l'a dit d'ailleurs M. Dufourcq, vous pouvez aussi tout perdre. Donc il faut mettre les deux dans la balance et dire effectivement aux Français, vous pouvez y aller, mais c'est risqué. Et alors le plus grave, c'est que on ne nous dit pas du tout sur quoi on va investir. Parce que, encore une fois, on dit, oui, on va investir dans des entreprises. Sur la défense. C'est très vague. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est par exemple, si on vous dit, on va investir dans des entreprises de la défense qui vont faire de l'innovation, là, ça a de l'avenir. Si c'est pour produire, effectivement, des munitions ou des chars, etc., c'est bien, mais quelle est la rentabilité de cette production ? Et si demain, on l'espère tous, il n'y a pas de guerre, parce que là, finalement, on veut nous faire peur, nous faire croire qu'il y aura une guerre, la Troisième Guerre mondiale, mais si on l'espère tous, on évite cette Troisième Guerre mondiale. Que vont devenir ces entreprises ? Parce qu'il n'y aura pas besoin de commandes aussi fortes que cette annonce. Donc la rentabilité ne sera pas là. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut dire les choses, il faut être honnête. Ça me rappelle encore une fois, bon ça c'est l'histoire, vous savez, l'histoire se répète comme on le dit souvent, l'affaire des emprunts russes. Ah oui, rappelez l'affaire des emprunts russes. C'est intéressant parce que à l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un tiers de l'épargne des Français entre 1888 et 1914. En gros, un tiers des Français, de l'épargne des Français, était dans les emprunts russes. Vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de 50 milliards d'euros d'aujourd'hui. Des sommes énormes. Et on tenait exactement le même discours qu'aujourd'hui. Ah, c'est un emprunt garanti. Le ministre de l'économie de l'époque disait prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Vous voyez, donc on jouait sur la corde sensible. Ah, on a sorti ça la semaine dernière dans une émission. On a dit, ah Marc, vous n'êtes pas patriote. Bon, bien sûr que je suis patriote, mais je veux dire, patriote, ça veut pas dire se faire plumer. En plus, c'est même pas ça. C'est qu'il disait à l'époque pour les emprunts russes, c'était bien faux. Emprunt garanti, ici, ils le disent même pas. Ah oui, non, ici, ils le disent même pas. Ici, c'est même pas garanti. C'est encore plus fort. Mais comme vous le savez, pour finir l'histoire des emprunts russes, malheureusement, il y a 1,5 million de Français, à l'époque, qui ont perdu toute leur épargne. Oui, c'est énorme. Ils avaient fait confiance, et à l'époque, on a découvert justement que les banques, les journalistes, etc., étaient payés par la Russie.
de l'époque, par le tsar, évidemment, le gouvernement russe, pour effectivement promouvoir ces produits. Attendez, là on est quand même en 2025, il faut se réveiller. Et c'est ça, moi, qui me fait beaucoup de peine, c'est que, en fait, on joue sur le manque de connaissances économiques des Français. D'ailleurs, on l'alimente souvent. Et donc, pour dire, non, mais allez-y, là, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous allez gagner 15%. Attendez, j'ai regardé, même Dassault. C'est-à-dire 15%, ça veut dire qu'en 10 ans, on gagne 300%. Ça donne envie. Pas mal, oui. Vous voyez, même le Nasdaq, la bourse des valeurs de croissance, n'a pas fait autant en 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous prenez une entreprise de défense, par exemple Dassault Aviation, qui est une très belle entreprise, etc., qui gagne de l'argent, qui fait nos avions, c'est une fierté nationale, en 10 ans, elle a gagné 80%. Le cours d'action. Donc, vous voyez, on est très loin des 300%. Donc, encore une fois, moi, je suis, bien sûr, pourquoi pas, mais il faut dire la vérité aux Français. Il faut dire les choses. Mais Marc, tu as dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, parce qu'on le sait depuis déjà des mois, voire des années, là, on essaye de dire la guerre arrive, etc. C'est quoi? Il faut absolument, aujourd'hui, attaquer l'épargne des Français. C'est ça, le dessin. En fait, si vous voulez, c'est vrai que ça, je pense, c'est un prétexte. C'est-à-dire que, quand vous regardez l'épargne des Français, il y a 6400 milliards à peu près d'euros. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est une épargne qui a été accumulée toute une vie. Bien sûr. Là, on ne parle pas de l'épargne des très riches, parce qu'elle n'est plus en France. Elle est déjà en Suisse ou ailleurs. Bref. Vous parlez d'épargne des Français en général. Moi, je parle de l'épargne de la classe moyenne, qui a mis toute sa vie à accumuler un petit peu d'épargne, par exemple pour sa retraite, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, etc. Donc c'est cette épargne-là qui effectivement est en danger, entre guillemets. Elle est de 6 400 milliards d'euros. Au total, 6 400 milliards, tous les Français. Alors, il y a une grosse partie de cette épargne qui est notamment dans l'assurance vie ou l'épargne retraite, ce qui est également bloqué, ce qui est tout à fait logique. Mais néanmoins, là aussi, c'est une épargne normalement de précaution, en cas de coup dur, vous voyez. Donc là, on est en train de vous dire, non, finalement, là, vous allez investir, et c'est très astucieux. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on a eu peur que le gouvernement dise, oula, on va prendre l'épargne, l'argent du livret A, on va le mettre sur la défense. Il en était question. Ce qui aurait été évidemment là aussi très dangereux, parce que l'épargne sur le livret A, c'est pour le logement social. C'est-à-dire, si vous le mettez pour la défense, qu'est-ce qui reste pour le logement social? Donc c'était un petit peu délicat. Même juridiquement, on n'est pas le droit de le faire. Donc on a trouvé le fonds d'investissement. Après, il y avait l'idée de dire, on va peut-être prendre un impôt supplémentaire. Bon, ça va peut-être d'ailleurs arriver un jour, ça on ne sait pas trop. Donc là, c'est très astucieux, parce que en gros, c'est les Français, sous la forme du volontariat, qui disent, oui, moi j'y vais, je veux y aller. Très bien, pourquoi pas, mais il faut y aller en connaissance de cause, encore une fois. Et moi, ce qui m'épate négativement, c'est que on ne parle pas du tout de ce qui pourrait être utilisé justement pour financer la défense, c'est-à-dire réduire les dépenses, les autres dépenses, et notamment les dépenses de fonctionnement. Ça, évidemment, personne n'en parle. Et donc on nous dit, non, c'est aux Français à payer. Ça fait déjà des années que les Français payent. Ils demandent, voilà, écoutez, à fond perdu, et soyez patriotes, investissez, peut-être vous perdrez tout. D'ailleurs, Nicolas Dufourcq, encore une fois, l'a dit. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Nicolas Dufourcq lui-même, vous voyez, donc il a sa couleur. Et à votre avis, ça va marcher, ça? Enfin, ça peut marcher. C'est ça qui est fou, c'est que je pense que ça va pas marcher en partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, effectivement, alors ils n'écoutent pas tous Sud Radio ou ma chaîne YouTube, malheureusement, mais il y en a beaucoup qui écoutent, mais pas suffisamment peut-être, mais ça commence quand même à se diffuser. Un peu, mais c'est vrai que on touche la fibre patriotique. On vous dit, attendez, un peu comme pour les emprunts russes. Prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Là, comment? Moi, on me l'a dit la semaine dernière sur une émission, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais Marc, vous n'êtes pas patriote, c'est pas possible. Moi, je suis très patriote, je paye mes impôts, il n'y a pas de problème, j'aime la France. Non, mais dire ce qui est, c'est pas le. Ça, c'est être patriote, c'est dire la réalité des choses. Après, vous savez, chacun fait ce qu'il veut. Et même si vous regardez, j'ai regardé dans ce qu'on appelle le capital risque, le private equity entre guillemets, donc ce que font les Français notamment, BPI France et autres. Même là, le rendement en moyenne sur 10 ans, c'est 12% par an. C'est pas les 15. Et encore, c'est ces dernières années parce que il y a eu la planche à billets de la Banque centrale européenne qui a inondé effectivement le monde de liquidité. Alors on sait très bien que 12-15%, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui fait quand Nicolas Dufourcq dit, par exemple, je mets 500 € ou 3000 €, etc. dans cet effort de défense. Quand vous dites je peux tout perdre, donc c'est bloqué. D'abord, c'est bloqué 5 ans. Oui, et quand je dis je peux tout perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me dit écoutez, ça n'a rien rapporté. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Ça veut dire que vous avez, par exemple, vous avez une start-up qui vous plaît. Tiens, voilà, cette boîte, elle me plaît, elle a l'air d'être pas mal. Je vais prendre un risque. Vous mettez 3000 €. Bon, c'est votre argent, faites ce que vous voulez. Bien sûr. Sauf que l'entreprise, pour X raison, elle disparaît. Vous avez tout perdu.
Tout simplement. Alors là, ça sera pas le cas, parce que il y aura quand même j'espère, des commandes publiques. On peut l'espérer. Mais encore une fois. C'est la défense, hein. Oui. Ouais. Sauf que si demain, il y a, parce que là, espérons-le, qu'on tombe sur une paix bien négociée, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, vous avez remarqué, en quelques semaines, on est passé d'un climat où finalement, voilà, justement, on parlait du risque de dépenses publiques, de dette publique, etc., de dérapage. Puis là, hop, l'effort de guerre, on a tout oublié. Oui, absolument. Il n'y a plus de déficit. Il n'y a plus de déficit, il n'y a plus de dépenses il n'y a plus rien. Et même on vous dit, l'argent qui sera mis là-dedans, de la part de l'État, ça ne sera pas compté dans le déficit. Ça ne sera pas compté pour Bruxelles, mais ça sera vraiment là. Dans la réalité, oui. C'est incroyable comment on peut, encore aujourd'hui, à notre époque, se faire avoir. C'est-à-dire que, moi, encore une fois, je fais mon métier d'économiste, où je dis, voilà, il faut regarder la réalité en face aujourd'hui. La France est un pays qui est surendetté. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est pas que la France, même les Allemands, qui étaient pourtant rigoureux, ils ont dit hier encore, il y a quelques jours, non, nous on dérape tout sur les déficits publics, ça y est, on lâche tout. On va financer, c'est incroyable. Mais là, il y a un problème pour nous les Français. Parce que comme l'Allemagne va augmenter sa dette publique, eh bien nous, vous savez que nous les Français, on émet énormément de nouvelles dettes. Cette année, on va émettre 340 milliards d'euros de nouvelles dettes. Sauf que là, il n'y avait pas trop d'Allemands. Maintenant que les Allemands vont arriver sur le marché, ils vont dire, attendez, non mais moi aussi je veux de l'argent. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va préférer ? L'Allemagne qui est triple A ou la France qui est double A, bientôt simple A. Il va préférer l'Allemagne. Donc ça va assécher le marché pour nous, ce qui va faire augmenter les taux d'intérêt et casser l'activité économique. Vous voyez, il faut juste regarder la réalité en face, ce qu'on n'ose pas faire aujourd'hui. Moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ça va plus loin, Marc Toiti, ça s'appelle de l'enfumage. On oublie tout le reste, et on dit, voilà, il y a la défense, il y a la guerre, donc préparez-vous, mobilisez-vous, attention, flotte le petit drapeau. Non, mais c'est un processus marketing qu'on a connu également avec le coronavirus, il faut dire ce qui est. D'abord, on nous fait peur, on vous dit, voilà, on va être envahi par la Russie, etc. Bon, admettons, très bien, j'y crois pas, mais admettons, bon, ou autre, il y a la guerre à nos portes, on vous fait peur, et puis après, on vous dit, oui, mais il faut de l'argent. Donc, vous avez de l'argent, allez-y. L'effort patriotique, sinon vous n'êtes pas patriote. C'est très fort. Non, franchement, il faut être honnête, c'est machiavélique. C'est très fort, et je pense que malheureusement, beaucoup de Français vont tomber dans le piège, mais encore une fois... mais écoutez, espérons qu'on peut être totalement patriote et ne pas tomber dans ce piège-là. Il faut le savoir. Au contraire, on serait d'autant plus patriote qu'il faut quand même examiner et avoir question à tout, comme on le dit ici. Et puis surtout, n'oublions pas que, malheureusement, tous ces dérapages budgétaires, ils sont toujours là. C'est pas parce qu'il y a cet effort de guerre qu'ils vont disparaître. C'est pas de la magie. Donc voilà, il faut regarder la réalité en face. C'est comme ça qu'on sauvera la France. Pas justement autrement. C'est comme ça qu'on continuera à vous écouter et continuera à avoir question à tout ici. Avec plaisir. Merci. Merci Marc Toiti. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'on se prépare à la 3e guerre mondiale ? Est-ce qu'on lance ce fonds d'investissement défense ? Parce que voilà, les Français, attention, si vous êtes patriotes, il faut que vous donniez pour la patrie. Pourquoi ? Parce que la patrie est assiégée, ça y est, les Cosaques sont pratiquement place de la Concorde. Ou alors, c'est pas du tout ça ce qui se passe actuellement entre l'Amérique, la Russie, l'Ukraine, l'Europe. On en parle tout de suite avec François Martin. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête. On fait force de trous dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus. L'immortel Georges Brassens. Et oui, je suis cocu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez choisi cette merveilleuse chanson ? Parce que hier, sur LCI, Darius Rochebin recevait ses stars habituelles, le général Yakovlev et Michel Goya. Et donc, voici, vous allez écouter la question leur a posé Darius Rochebin, et voici ce que d'abord le général Yakovlev et Goya ont répondu. Écoutez, on sent les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Écoutez. Comment est-ce que vous appelez ce qui se passe entre les Russes et les Américains ? On ne sait même pas comment nommer ce qui se passe, parce que c'est plus que de la détente. Ils sont en train de s'entendre, en y pactiser. Certains disent même de s'allier. Est-ce que c'est possible ? Vous avez raison, c'est innommable. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas des Américains. On est dans l'innommable et il n'y a pas de nom pour ça.
ils n'étaient pas du tout obligés de tout donner à Poutine. Donc j'ai pas de nom pour ça. Pactiser, oui, c'est peut-être le bon terme, un pacte, qui ressemble effectivement, alors là on revient toujours à la comparaison avec les années 30, mais le pacte germano-soviétique en 1939, il surprend tout le monde. On est face à des ennemis qui sont apparemment irréductibles, et puis d'un seul coup, changement d'alliance qui prend tout le monde un peu à contre-pied, et uniquement pour des questions d'intérêt mutuel. Et on est quand même quelque chose comme ça. On est dans une version du multivers où les États-Unis sont passés à l'Est. Enfin, en tout cas, l'administration américaine est passée complètement à l'Est. Et ça surprend tout le monde. Alors, les États-Unis sont passés à l'Est, l'administration américaine est passée à l'Est, voilà, tout est fichu, c'est innommable. François Martin, vous êtes géopoliticien, vous êtes essayiste, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir sur ce plateau. Vous êtes auteur de l'Ukraine et le basculement du monde, déjà, titre assez prémonitoire, il faut le dire, et Le temps des fractures, votre plus récent livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, donc, Trump a tout livré, il s'est abandonné à Poutine. D'ailleurs, un journal très sérieux, Le Point, disait avant-hier sur sa couverture, Trump agent de Moscou, etc., etc. Est-ce qu'on en est là? Et qu'est-ce qui se passe véritablement qui provoque de tels sursauts ou de telles lamentations? Alors, ce qui est étonnant, c'est que nos amis européens s'étonnent de quelque chose qui a été annoncé, expliqué, détaillé, en particulier par Marco Rubio lors d'une interview avec Megyn Kelly, le nouveau ministre des Affaires étrangères, oui, qui a dit l'ordre d'après 45, c'est fini. Nous avons reconnu que le monde unipolaire ne fonctionne pas. D'ailleurs, on a raté notre coup. Et aujourd'hui, ce qui va fonctionner, c'est un monde multipolaire dans lequel il y a nous, la Russie et la Chine. Il a dit comme ça. Donc, dans un système comme celui-là, ce qui est important pour les Américains, et c'est totalement stratégique, c'est de découpler autant que faire se peut la Russie et la Chine. Parce que si demain, ils ont un problème avec la Chine, ils veulent pas être 1 contre 2, mais ils veulent être 1 plus 1 plus 1, dont un au milieu qui est capable de faire la médiation presque. Voilà, enfin, oui, c'est exactement. Et pour payer ce prix-là, ils sont prêts à larguer l'Ukraine en entier. Ils s'en foutent de l'Ukraine. Il dit, Brzezinski, c'est fini. Le mythe du grand échiquier, c'est fini. Rome et Carthage ont décidé de signer un accord pour se partager la Méditerranée. Mais alors, est-ce que c'est le pacte germano-soviétique, comme disent certains? Est-ce que c'est Munich, comme disent d'autres? Munich, si nous, le but c'est de nous bouffer, oui, c'est Munich, d'une certaine façon. Mais je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que c'est clair comme le jour. Nous, on a vécu comme je vais dire un mot assez brutal, comme les prostituées d'un système colonialiste, je veux dire, dirigé par les Américains et les Russes d'une certaine façon ailleurs. Et aujourd'hui, on a simplement changé le système. Et nous, on veut pas l'accepter. Mais c'est très simple. Alors, ils n'ont pas de problème de fond, puisque en même temps, les Russes ont intérêt à se découpler autant que faire se peut des Chinois sans que ça paraisse une trahison. Par contre, ils ont l'un comme l'autre un problème de forme. C'est que si Trump largue tout, comme il a d'ailleurs annoncé qu'il allait le faire par la voie de Rubio, on ne manquera pas de l'accuser, c'est ce que les Européens font, d'être un traître. Oui. Et d'un autre côté, Poutine ne veut pas se faire appeler par Xi, disant, dis donc, t'embrasses ta nouvelle copine dès le premier soir, et moi. Donc, il a intérêt à faire ça. Personne n'est dupe sur le fond de ce nouveau positionnement russe qui correspond à la nature des choses et à l'envie des Russes de revenir aussi vers l'Europe, mais il faut pas que ça se fasse de façon trop ostentatoire. Donc, c'est pour ça qu'on habille un peu les choses. Mais toute cette pièce de théâtre, elle est connue de tous, et elle est visible de tous. Et elle est déjà jouée, à votre avis, François Martin ? Elle est en train d'être jouée, parce qu'on dit, attends, on va s'occuper des ports, on va regarder ci, on va regarder ça. Mais sur le fond, en fait, stratégiquement, les Russes et les Américains sont absolument d'accord.
En plus, il y a quelque chose qui se surajoute à ça, c'est que ce sont des conservateurs des deux côtés qui ont mis le conservatisme dans la racine même de leur engagement, puisque l'un a dit que la famille, dans sa constitution, c'était un homme, une femme et des enfants, et l'autre, dans son discours d'investiture, a dit qu'il y avait que deux genres. Donc ils se retrouvent avec deux conservatismes. Plus l'église au milieu du village. L'église au milieu du village. Ouais. Tout le reste du monde qui est comme ça, qui sont eux qui défendent une philosophie qui est celle que j'appelle de la sexualité reproductive, comme principe, pas comme comportement, mais comme principe. Et nous, on défend un principe de sexualité récréative. Donc, leur idée, c'est de nous flinguer, parce que tout ce qui est anti-conservateurs, c'est des progressistes. Donc, ils veulent pas des progressistes. Donc, dans je dirais, dans la lunette du sniper, il y en a trois. Il y a Van der Leyen, il y a Macron et il y a Starmer. Ben voilà. Donc, c'est les trois qui vont faire sauter. Parce que par ailleurs, et puis la démonstration sera comme ça complète. Oui. Trump n'a absolument pas besoin de l'OTAN, parce que dès qu'il y a un dollar qui sort des États-Unis pour aller alimenter la lessiveuse, il dit on vole les petits Américains qui sont ceux qui m'aiment et que j'aime. Oui, donc il va pas payer des militaires qui sont là rien foutre et qui feront jamais la guerre. J'exagère un peu, mais dans son esprit c'est ça. Et il n'a pas besoin de l'OTAN ni même de l'Europe pour que tous les petits Européens ils viennent à le voir quand il en aura besoin. Il aura qu'à siffler. Il dit attends, je te mets 250% sur tes vins et tes alcools. Si t'es pas demain à la Maison Blanche, demain matin à 8h et quel que soit voilà. Donc il n'a pas besoin de tout ça, il va économiser beaucoup d'argent, il les tiendra tout autant, et donc ça, c'est pas compliqué de comprendre que ça va se passer comme ça. Mais quand même, François Martin, extraordinaire bouleversement du monde en quelques années. Ah ben totalement, en quelques mois. En quelques mois, en fait, on peut le dire. Moi, je l'avais vu dans mon livre, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Parce que ça fait 40 ans que je voyage et que je vois que le rapport de force change petit à petit. Mais il fallait un déclencheur. Et il y en a eu deux, d'abord. Un, ça a été la guerre d'Ukraine. Et le deuxième, c'est l'arrivée de Trump. Clac, clac. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde a changé, mais ça fait longtemps qu'il a changé. Oui, sauf qu'il n'y avait pas il fallait vous savez, c'est toujours l'étincelle qui provoque. Voilà, c'est ça, absolument. C'était à la fois un révélateur et un accélérateur. Et alors, quid de Zelensky? Alors, Zelensky, il faut bien comprendre une chose. Zelensky. Là, tout à l'heure, avant d'arriver, j'entendais « touchez pas au Grisby ». Mais l'affaire d'Ukraine, c'est « touchez pas au Grisby » à la puissance 1 million. C'est la plus belle affaire de lessiveuse du siècle. À ce point. On a mis combien? 600 milliards, 300 milliards les Américains, 300 milliards, plus tout ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire la vente des terres rares, des terres agricoles, etc. Donc ça fait quoi? Un petit business, peut-être 2000 milliards d'euros, si on fait ça, ou de dollars dans les deux sens. Et qui c'est qui est au cœur de cette affaire? C'est Zelensky. Je dirais le patron de la comment ça s'appelle, de la boîte de lessiveuse, c'est lui. À côté de son palais, il y a une petite boutique où il y a écrit Zelensky and Friends, comme on disait au Nigeria, dealer in all kind of goods and services. Hein? Extorsion de fonds, les copains et les coquins, extorsion de fonds, vol, etc. et compagnie. Parce que sur tout ce qui se fait dans un sens, les ventes d'armes, les détournements, l'argent qui est donné, il touche. Lui et ses copains qui sont autour. Sur tout ce qui se fait de l'autre côté, sur les biens, etc., il touche. Non seulement il est le PDG de cette boîte, mais il en est aussi le directeur commercial, parce que c'est lui-même qui va chercher les fonds lui-même. Oui, d'ailleurs, Trump a dit quel extraordinaire businessman. Il va quelque part, il revient avec 60 milliards. Donc, il est très fort. Il faut sortir de la logique, je dirais, politique pour comprendre son rôle dans la logique commerciale. Et si on se met dans la logique commerciale, on comprend que s'il sort de la place où il est aujourd'hui, il perd tout. Si les affaires se font directement entre les Russes et les Américains, c'est plus Zelensky and Co, etc. C'est en face, c'est Trump and Putin and Friends. Donc, il touche plus. Et les autres non plus. Donc, chaque fois qu'il va négocier, il reçoit sur un texto de ses copains, les Kolomoïski, les Akhmetov, etc., un petit texto qui dit garde bien pognon si tu veux pas faire sauter caisson.
C'est ça le truc. On est très loin de Zelensky, là. Est-ce que, vraiment, vous y allez fort, François Martin? On est très loin de Zelensky en Churchill, comme on nous l'a dépeint, comme certains nous l'ont dépeint. C'est un fait acquis que l'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Donc le patron du pays le plus corrompu au monde serait l'un des hommes les moins corrompus au monde, à qui on veut faire croire ça. Et donc, pour les lendemains, qui j'espère seront des lendemains de paix, en tout cas on le souhaite tous, y compris pour les Ukrainiens, parce que, pas oublier, il y a eu 1 million de morts et de blessés, c'est pour rien. Pour rien, c'est ça qui est terrifiant dans cette histoire aussi. À votre avis, ça va aller assez vite. Enfin, on va pas faire les voyants ni le lire dans le marc de café, mais est-ce que ce mouvement entre Trump et Poutine pour se partager, on va pas faire Yalta non plus, mais pour se partager un peu, c'est déjà très avancé. Et surtout, la question que je vais vous poser, la dernière question, François Martin, quid de l'Europe? Que devient l'Europe dans cette galère? Voilà. Alors avant, je réponds juste sur une phrase sur le positionnement de Zelensky que j'ai bien expliqué, mais les oligarques qui sont autour de lui, en fait, en même temps, ils les protègent de par son statut, comme j'ai dit, en même temps, ils le tiennent parce que ce sont eux qui sont les patrons et les propriétaires des brigades de représailles, les Pravi Sector, etc. Ce sont des brigades privées, en fait, qui sont à eux. Donc, ils sont propriétaires des biens du Donbass. C'est pour ça que chaque fois qu'il a négocié quelque part, son premier prérequis... Sauf le Donbass est russe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que tous ces oligarques, ils ont l'essentiel de leur pognon dans le Donbass. Donc, je suppose que comme ils se battent contre les Russes aujourd'hui, ils n'ont pas été négociés par derrière avec les Russes, ou peut-être l'ont-ils fait, la garantie de leur titre de propriété sur les biens qui vont être perdus. Et je pense que c'est une partie du problème. Parce que si les Russes leur avaient garanti ça, ils auraient lâché les Zelensky depuis longtemps. Bien sûr. Donc pour vous, la guerre peut continuer. On n'est pas à la veille de la résolution et de la paix. Je dirais que ça va dépendre en gros, de la façon dont on va réussir à convaincre les oligarques, parce que c'est l'autre acteur extrêmement important dans cette affaire dont personne ne parle. Mais en fait, c'est eux le problème, à mon avis. Alors François Martin, non mais c'est intéressant d'éclaircir là-dessus. Et dernière question, quid de l'Europe? Alors, oui, quid de l'Europe? L'Europe, dans cette affaire, je dirais... je vais dire quelque chose. La grande rue de l'Europe, qui était la plus belle rue du monde, c'est devenu la rue des prostituées aujourd'hui. On peut dire ça comme ça, parce que ils ont vendu leur peuple en fait pour des prébendes, de l'argent, etc. En gros, c'est le pacte de Varsovie à l'envers. Donc, ils sont respectés par personne parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Donc le jour où je dirais les Macs de partout vont se réunir à Riyad pour manger un bon couscous au restaurant des Sables pour se partager le monde, eux ils sont pas invités. Ah ben non. Donc ils seront peut-être au menu, ils seront peut-être parmi les plats. Donc ils sont furieux. Parce qu'ils sont pas invités. Alors, Starmer, lui, est furieux parce que il a un peu la position de Zelensky sur le plan politique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une affaire de déstabilisation quelque part, il est quelque part le poisson pilote des Américains, où il se considère comme tel. Donc, il faut qu'il soit dans la combine. On l'a déjà vu avec Boris Johnson. Il faut qu'il soit dans la combine, sinon il n'existe plus. D'accord. Et nous, notre président, il veut être la reine du bal, je dirais. C'est pas le même problème. C'est un problème chez nous, c'est de la part d'Emmanuel Macron, c'est un problème de notoriété et un problème d'existence. Parce que sur le plan intérieur, il est tellement affaibli qu'à mon avis, il n'a plus d'existence. Donc il essaye d'exister d'une autre façon. Et s'il n'est pas en politique, quand on n'est pas dans le champ de la caméra, on n'existe pas. Et tous les autres, il y a quand même l'Allemagne, l'Italie, etc. Les autres, je dirais, ils regardent ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, ils sont tellement démonétisés par l'accélération du monde, comme on l'a dit, alors qu'ils auraient pu le prévoir. Parce que quand on est en politique, on prévoit. La politique, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, disait un certain Mendès France. Tout à fait. Alors, ils savaient quand même, ils voyaient arriver Trump depuis des années. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont créé des passerelles? Ils ont vu que Poutine allait gagner. On le voyait venir. Est-ce qu'ils ont fait des passerelles? Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que eux, il faut bien avoir ça aussi. Leur logiciel, c'est des logiciels de progressistes. Donc les conservateurs, pour eux,
les leaders conservateurs comme Trump ou Poutine, à la limite, c'est des ennemis de l'humanité. Pour reprendre l'expression de Robespierre, c'est des ennemis de l'humanité. Donc on leur parle pas. Donc ils se sont eux-mêmes enfermés dans, je dirais, dans une bulle progressiste, alors que le monde est conservateur. Donc ils sont coincés. Oui. Ils sont coincés. Donc, ils sont tellement mal, ils sont comme les poissons dans un bocal, ils tournent en rond, puis de temps en temps, il y en a un qui saute, qui fait bloup bloup et qui retombe, mais ils n'ont plus de pouvoir aujourd'hui. Donc, ils agitent pour essayer d'exister auprès de leur peuple. Ah ben dis donc, pour nous, c'est extrêmement optimiste, hein, mon cher François Martin. C'est pessimiste tant qu'ils sont là. Le jour où ils sont plus là, c'est très optimiste. Merci François Martin, en tout cas, vous avez des éclaircissements, on verra, certains seront très d'accord avec vous, d'autres pas du tout, mais au moins vous avez le mérite de parler franc, je ne dirais pas de parler vrai, mais de parler franc, c'est déjà un grand mérite aujourd'hui, dans ces temps d'enfumage et d'opacité. Merci. Merci André. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lorsqu'un politique félicite un journaliste, le louange, le porte nu, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Écoutez, c'est intéressant. Je crois que peut-être c'est intéressant de généraliser un peu cela pour voir un peu l'état des rapports entre politique et médias. Pourquoi j'en parle? Parce qu'écoutez ce que vient de dire le président algérien. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle que... Et c'est vrai, avoir un bon copain, quoi de plus formidable, quoi de mieux, l'amitié, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça a été illustré hier, dimanche 23 mars, par le quotidien El Moudjahid. Le quotidien El Moudjahid est le grand quotidien algérien, bien sûr. Et voici comment il a titré sa une. Je la montre d'ailleurs, sa une, la une du Moudjahid. Et il dit ceci. Et c'est bien, hommes politiques, élus, hommes d'affaires, journalistes, historiens expriment leur soutien. L'Algérie n'a pas que des ennemis en France, qu'on se le dise. Et alors qui il y a? Il y a Benjamin Stora, l'historien, un spécialiste de l'Algérie, la politique Ségolène Royal, le politique David Guiraud, de la France Insoumise, et le journaliste Jean-Michel Apathy. Voilà. Et donc, qui ont à chacun, apparemment, ont eu des positions qui ont fait que, eh bien, El Moudjahid dit, voilà, nous avons vraiment des amis et ça fait plaisir, dit le quotidien algérien. Mais c'est allé plus loin. Abdelmajid Tebboune, le président algérien Tebboune, vient de répondre à une interview télévisée où voici ce qu'il dit, écoutez, par rapport aux journalistes, à la liberté d'expression, etc. Écoutez. Lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. C'est les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable, c'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Voilà, j'ai dit ce que je veux et tu te la fermes. Alors écoutez, on espère que en Algérie, c'est une véritable, véritable terre de la liberté d'expression. Hein, on ne dit jamais, il n'y a jamais. Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Simplement, on aimerait que ça s'applique aussi, on dit comme ça, au président Tebboune, avec toute l'estime qu'on peut avoir pour lui, qu'un certain
Boualem Sansal, sur la liberté d'expression, il a dit ce qu'il voulait, mais c'est lui qui la ferme pour le moment, et il la ferme dans une prison d'Alger. Donc on espère que le président Tebboune réagira. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant qu'un président, qu'un homme politique comme ça, donne les journalistes, il dit que Jean-Michel Apathy est un grand journaliste, et bien écoutez, c'est son droit le plus strict. Et moi je pense que ça devrait s'étendre pour qu'on sache par exemple qui le président Trump qui passe son temps à dire que les journalistes font beaucoup de fake news, il a sûrement des journalistes qu'il aime bien. On aimerait savoir les noms des journalistes qu'il aime bien. Starmer aussi, Poutine aussi peut-être, quels sont les journalistes qu'il aime bien chez les Russes. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, on aimerait savoir quels sont les journalistes qu'il considère comme des grands journalistes qui disent la vérité. Voilà. Et je suis sûr que notre président bien-aimé a beaucoup de journalistes qu'il considère comme de grands journalistes. Je pense que c'est très bien ça. C'est vraiment une bonne chose de voir que... Vraiment, c'est une manière. Alors, ce n'est pas du tout. Alors, les gens ont dit c'est un baiser empoisonné, c'est la corde qui soutient le pendu. Pas du tout, pas du tout. Chacun a le droit, y compris un homme politique de premier plan, de dire tout le bien qu'il pense de certains journalistes ou de tel journaliste. Voilà. Je rappelle simplement que aujourd'hui, pour ceux qui sont à Paris ou qui viennent Paris, il y a un rassemblement prévu en soutien à Boualem Sansal à 17h, place Édouard Herriot dans le 7e arrondissement de Paris. Mais pour revenir effectivement à cela, je crois que vraiment, quand le président Tebboune dit, le premier qui dit la vérité, citant une chanson très célèbre de Guy Béard, il sera fusillé, mais il sera exécuté. Oui, mais voilà, on espère vraiment que ça commence à nettoyer devant sa porte et qu'on commence à faire ça en Algérie, c'est la moindre des choses. Voilà, avec tout le respect qu'on doit à chacun. Il faut quand même commencer vraiment à s'occuper de ce qui se passe dans son propre pays. Et en même temps, c'est très bien, mais j'attends vraiment ça. J'attends vraiment ça, qu'il y ait un palmarès des journalistes dans chaque pays, considérés par les politiques, je parle par le pouvoir politique en place, comme les meilleurs. Ça en dira long peut-être sur... je ne sais pas, moi, leur résistance, leur résilience, voire pour certains leur soumission ou autre. En tout cas, écoutez, on attend cela vraiment, un palmarès très intéressant à faire. Il faut interroger nos politiques. Comme ça, nous saurons à quoi nous en tenir. Et c'est toujours très bon de savoir à quoi s'en tenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Groupama. Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama. Vous êtes inquiet, Clément ? Un peu, Cerise. J'ai installé un ballon thermodynamique chez un client et il a inondé son voisin. Je dois tout refaire à mes frais. Rassurez-vous, Groupama est là. Nos garanties couvrent les dégâts causés et vous indemnisent pour les travaux de remplacement du ballon. Vous préservez votre trésorerie et la confiance de votre client. Ah, merci Cerise. Groupama, toujours là pour moi. Pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Sud Radio Anglette. 103.9. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites le coca, pour moi c'est sans sucre et avec une rondelle de citron. Eh bien je vous réponds qu'avec 34% de remise immédiate, le pack de 4 bouteilles de Coca-Cola sans sucre est à 4,61€ au lieu de 6,99€. Et c'est jusqu'au 31 mars chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 4 fois 1,75 litre, soit 66 centimes le litre. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Coucou, c'est Max Guys, le numéro 2 de ma revue Affaires criminelles est arrivé. À découvrir notre dossier spécial sur les couples criminels et une enquête sur Ed Kemper, le serial killer qui aidait le FBI à traquer d'autres tueurs. Des enquêtes, des interviews exclusives et toujours nos superbes illustrations. Affaires criminelles à retrouver chez tous les marchands de journaux. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390€ par mois.
Offre pour BMW iX1 VM Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Leclerc. T'as prévu quoi pour les vacances? Les Canaries. Mais non, les Canaries? La plage, le soleil, les paysages de dingue? Yes. On se refuse rien, dis donc. Ben non, vu que c'est tout inclus. L'avion, l'hôtel, les repas. Mais non. Et c'est cher? 549 € la semaine. Mais non. Et si, l'offre choc sur le séjour 7 nuits aux Canaries tout inclus à partir de 549 €, c'est sur www.voyage.leclerc ou dans votre agence Voyage Leclerc. Tous les budgets ont droit à des vacances. Prix par personne, hors dépenses personnelles et assurance Alliance Travel. Maman, je vais redoubler. Ah, on n'a pas tous les jours 16 ans. Et j'arrête l'école pour faire de la musique. Bah c'est génial ça. Mais tu m'écoutes quand je te parle? Bien sûr. Vous êtes tellement bien au volant d'une Volkswagen ID.3. En ce moment, la Volkswagen ID.3 100% électrique est à partir de 149 € par mois. Pour l'achat d'une ID.3 Pure Life Max, LLD 37 mois, premier loyer de 5 000 € après déduction du bonus écologique de 4 000 €, puis 36 loyers de 149 €, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 mars, conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio, il est 13h01. Parlons vrai. Les informations avec Elsa Ruot, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les démentis de Gérard Depardieu au tribunal de Paris. Interrogé sur les attouchements commis sur une décoratrice lors d'un tournage, l'acteur ne reconnaît aucune intention sexuelle. Il évoque des propos crus mais assure ne pas s'amuser à ploter des femmes. Gérard Depardieu dit aussi avoir honte de l'image qu'il lit de lui depuis 3 ans. L'audience doit se terminer ce soir. La perquisition se poursuit dans les Bouches-du-Rhône au domicile des grands-parents du petit Émile. 2 véhicules saisis ce matin alors que les gardes à vue continuent. Ils sont 4 entendus pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ces 2 grands-parents et 2 de leurs enfants majeurs. Un rebondissement dans l'enquête près de 2 ans après la disparition du petit garçon dans les Alpes de Haute-Provence. Ne pas rajouter du drame au drame, c'est le message adressé aux jeunes de sa ville par le maire de hier. Après cette agression mortelle, un jeune de 17 ans poignardé devant un lycée hier après-midi lors d'une bagarre entre bandes de différents quartiers. 6 personnes sont en garde à vue. Volodymyr Zelensky de retour à l'Elysée. Le président ukrainien sera reçu demain soir par Emmanuel Macron à la veille d'un sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine. Le chef de l'État va rassembler la coalition des volontaires et l'Elysée assure que sa priorité absolue est le maintien et le renforcement du soutien militaire et financier à l'Ukraine. Quand l'éducation nationale piège les élèves pour rappeler les risques en matière de piratage, le ministère a envoyé la semaine dernière via les ENT un mail de hameçonnage à plus de 2,5 millions de collégiens et lycéens. Résultat, plus de 210 000 ont cliqué sur le lien espérant obtenir des films piratés gratuits. Ils sont donc tombés sur une vidéo de prévention sur la sécurité en ligne. Et puis c'est le dernier jour pour profiter d'une séance ciné à 5 €. Le printemps du cinéma se termine ce soir. Plus de 2500 salles y participent partout en France et selon les premiers chiffres, plus d'1 150 000 spectateurs ont profité de l'opération pour le premier jour dimanche. Et c'est la fin de ce flash. Bon après-midi. Merci Elsa Ruot. La météo Sud Radio. Avec Rémi André, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt calme sur la moitié nord, avec certes encore pas mal de nuages, mais il laisse passer des éclaircies dans l'après-midi. Et sur cette moitié nord, les températures atteindront à nouveau les 16 à 17 degrés. Sur la moitié sud, ou plutôt depuis le Jura jusqu'au Massif central, les Pyrénées, le ciel se charge à nouveau dans l'après-midi de gros nuages qui pourront apporter des averses parfois orageuses. Quelques averses également sont possibles sur la Provence et surtout sur la Corse, le tout avec des températures encore assez douces qui atteindront à nouveau, je vous disais, les 16 à 17 degrés sur la moitié nord et également les 17 degrés à Bordeaux, à Toulouse, à Perpignan ainsi qu'à Ajaccio. Merci Rémi André. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, le face-à-face aujourd'hui, je vais le commencer par un exergue. Par un exergue qui est dit à la fin d'un livre. Et à la fin d'un ouvrage vraiment que je vous recommande, parce que c'est un ouvrage qui explique la France d'aujourd'hui, comme très peu d'ouvrages le disent.
Pourquoi ? Pour une raison très simple. Ce n'est pas un ouvrage de sociologue, ce n'est pas un ouvrage de philosophe, ce n'est pas un ouvrage de quelqu'un qui est loin du réel, c'est quelqu'un qui a vécu un réel d'une certaine France qui est quotidienne, parce que la France, c'est bien des discothèques, des dancing, la France de la nuit, la France, pas à Paris justement, mais à Rennes et ailleurs. Et je voudrais commencer par cet exergue magnifique, et ça vous rappellera une certaine phrase d'un ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Écoutez ceci. Sur la question de l'éclairage, Monsieur Brossard, conseiller municipal et élu de quartier, précise qu'il faut distinguer le sentiment d'insécurité que peut générer l'obscurité et la sécurité réelle. Il considère que les piétons peuvent aujourd'hui s'équiper de lampes. Vous avez entendu, hein ? Je répète parce que c'est vraiment intéressant. Sur la question de l'éclairage, Monsieur Brossard précise qu'il faut distinguer le sentiment d'insécurité que peut générer l'obscurité et la sécurité réelle. Donc, les piétons peuvent aujourd'hui s'équiper de lampes. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est Léonie Briot, adjointe à la maire de Rennes, adjointe déléguée à la sécurité, qui fait le point sur l'avancement de la stratégie territoriale de sécurité et prévention de la délinquance 2021-2026. Nous sommes, je le rappelle, en 2025, en mars 2025. Et voilà, et ça vous rappelle un certain sentiment d'insécurité. C'était le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Et alors ce livre, signé Le Yarl, ça va mal finir. C'est un livre qui est paru aux éditions Nimrod, c'est bien ça. Et ben, je vais vous dire en quoi c'est un livre qui m'a beaucoup touché, et je crois que je sais que je ne suis pas le seul. C'est parce que, vous savez, il y a une dizaine d'années, un livre avait fait pratiquement 1 million d'exemplaires, avait fait vraiment fureur chaque plus de 10 ans, qui s'appelle La France Orange Mécanique. L'auteur, Laurent Berton, avait simplement compulsé une série de 50 journaux régionaux pendant 2 jours. Et en pointant les incivilités, les actes de violence, les histoires, et ça a éclaté à la tête de beaucoup de gens qui disaient « Ah bon, ça se passe comme ça en France ?» Parce que, évidemment, si on est dans tel ou tel quartier, on ne voit rien, ou presque rien. « Ah ben, ça m'est pas arrivé à moi, donc ça va. » Et là, ce livre, ça va mal finir, du Yarl. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la France Orange Mécanique, mais vécu de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, le Yarl, et on va en parler avec lui, qui a vécu quotidiennement dans les divers établissements dont il s'est occupé, le dernier étant un établissement rue à Rennes, le 1158, le Life Club de Rennes, et ça se raconte, et c'est pour ça que c'est un livre unique, enfin à mon sens, qui se raconte de l'intérieur ce qui se passe. Et puis il prend le temps de réfléchir là-dessus. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Dites-moi alors, juste rapidement, vous allez vous poser la question 100 000 fois. Alors le Yarl, si j'ai bien compris, c'est un chef de guerre de viking, c'est bien ça ? Chef de guerre, chef de clan viking. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait les chefs de clan à l'époque. Viking, c'est scandinave. C'est ça, et c'est scandinave, et donc vous avez pris évidemment ce pseudo, enfin cette étiquette qui est devenue très forte, parce que ce qui est intéressant aussi, je le dis d'emblée, c'est que vous avez été très connu au départ par les réseaux sociaux. Enfin, vous vous êtes mis aux réseaux sociaux très vite. Et alors, je voudrais justement qu'on parle un tout petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu d'abord aux arts martiaux, au MMA, ce que vous racontez? On va pas s'appesantir là-dessus, parce que ce qui est très important, c'est votre expérience de justement de cette France ensauvagée, entre guillemets, mais cette France aussi qui existe et où il y a des points très positifs, je voudrais le redire. Alors, qu'est-ce qui vous a fait arriver aux arts martiaux et à la vie que vous avez menée? Alors, qu'est-ce qui m'a fait arriver aux arts martiaux? Je l'explique dans les premières pages du livre. Une enfance un peu compliquée, avec un beau papa brutal et alcoolique. Et dans ma façon de me protéger, j'ai très vite compris que ça passait d'abord par un moyen de défense personnelle. Donc, je me suis lancé dans les arts martiaux très jeune, en me disant que peut-être qu'un jour ça pourrait me servir. Et puis ça m'a même réfugié, c'était une bulle. J'allais vraiment m'entraîner, j'allais dans mes cours tranquillement. Très tôt, vous avez commencé très tôt? Très tôt, je devais avoir 8 ou 9 ans. Ouais. D'accord.
Et puis je n'ai jamais arrêté. Je me suis entraîné toute ma vie. C'est ce qui me permet de sortir de mon quotidien et d'être bien, en fait. Et vous continuez à le faire? Toujours. Tous les matins, je fais du sport. Tous les matins. D'accord. Et alors, vous avez vécu un certain nombre de choses. Dans votre livre, vous le racontez, vous le racontez très bien. Un certain nombre d'affaires, de fitness, etc., que vous avez eu avec votre compagne, avec un certain nombre de gens. Et très vite, vous le racontez aussi, vous avez eu un sens ou un esprit de nécessité de l'équipe autour. Enfin, on fait rien seul, mais on fait des choses avec des gens. Et c'est venu comment, ça aussi? Je l'ai compris, pareil, aussi très tôt, très jeune. Alors ça paraît incroyable, mais je l'ai compris en faisant ma carrière militaire. Enfin, pas carrière, on appelle ça le service militaire. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai fait avec les CRS, et j'ai compris très jeune que, en étant en groupe, en étant suivi par un leader, c'est-à-dire qu'enfin quelqu'un qui nous donnait ce qu'il y avait à faire, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus fort, beaucoup plus. Ça entraînait un groupe, une équipe. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait chez les humains. Je me suis intéressé à tout ce qui est l'anthropologie humaine, et je suis un passionné des humains, donc je l'explique aussi souvent dans le livre, et tout ce que je fais n'a toujours eu qu'un rapport de compréhension, c'est-à-dire que dès que j'ai eu des soucis avec des individus en discothèque, dans des situations de rue et tout ça, j'ai toujours essayé j'ai toujours fait en sorte de comprendre le comportement de la personne que j'avais en face de moi pour pouvoir y répondre. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'explique dans le livre, en fait. C'est que je ne fais pas un constat bête et sans réflexion. J'essaie de comprendre vraiment comment sont les gens, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont devenus comme ça, d'où ils viennent. C'est très important, d'où on vient, d'où viennent nos grands-parents, voilà, c'est très important de connaître sa lignée génétique. Vous savez, c'est ce que disait un philosophe qu'on peut, mais qui a dit des choses très bien, peut-être d'autres. Vous savez, c'était la définition de la liberté par Sartre. On lui demandait, Sartre, vous avez écrit 400 bouquins sur la liberté, mais c'est quoi la liberté? Il dit, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre éducation, mais après, c'est vous qui gérez et c'est vous qui faites. Donc, vous avez, et j'en arrive à effectivement le fait que vous êtes occupé d'établissements nocturnes. Hein, je veux dire, il y a eu le Venom, je crois. Le Venom, oui, c'était mon propre établissement. C'était votre propre établissement, et vous avez été patron de salle depuis 1997, je crois. Non, alors le premier club de MMA, c'était en 97. Oui, j'étais très jeune, mais voilà, c'était le premier club. On n'appelait pas ça MMA d'ailleurs à l'époque, on appelait ça Free Fight. Ouais. Alors oui, c'est ça, Free Fight. Alors juste rapidement pour expliquer pour nos auditeurs et spectateurs, c'est quoi ce MMA, Mixed Martial Arts? Alors par rapport aux arts martiaux connus, oui. Alors c'est un sport qui a défrayé la chronique pendant longtemps en France, parce qu'il a été très longtemps interdit en compétition mais pas en pratique, et c'est assez récemment finalement qu'on peut voir aujourd'hui d'ailleurs des combats à la télé, mais jusqu'en 2021 ce n'était pas possible. Ah oui, c'est très récent. C'est très récent, oui, voilà. Donc je l'explique aussi dans le livre, il y a un passage où on explique un peu l'évolution du MMA et comment ça a changé beaucoup de choses pour les pratiquants de sport de combat. Ouais. Et alors ces mixed martial arts que vous avez pratiqués, effectivement, vous ont pour aider pour choisir ce que vous avez choisi. C'est-à-dire vous occupez, animer des lieux où les lieux nocturnes, par essence, bien sûr que ça se passe aussi la journée, mais par essence, il y a un certain nombre de choses qui s'exacerbent, notamment certaines violences, etc. Et ce qui est vraiment très intéressant dans votre livre, c'est que vous faites une espèce de topographie de ce qu'il faut faire. Par exemple, quand vous parlez de votre territoire, je parle de la dalle du Colombier, bien sûr, à Rennes, vous dites, il y a 3 choses: expulser les dealers, la choix de la clientèle à l'entrée, gérer la sécurité client à la sortie, et ce que font les placeurs, les portiers, etc. En fait, ce que vous tracez, c'est une véritable stratégie de la sécurité, stratégie d'espace, stratégie du temps. Et je voudrais que vous nous l'expliquiez un peu, parce que voilà, la réalité de la nuit dans un certain nombre d'endroits en France qui sont effectivement ce qu'on peut connaître. Et il y a effectivement une pédagogie. Et vous dites vous-même que quand vous êtes arrivé, notamment au 88, c'était un état de déliquescence assez total. Alors c'est les grandes places rennaises, hein. C'était pas spécialement devant cet établissement, mais les grandes places de grands passages à Rennes sont des endroits très compliqués aujourd'hui. Malheureusement, l'après-Covid a changé beaucoup de choses sur le visage rennais, et beaucoup de MNA, beaucoup de dealers. Les MNA, pour les gens qui savent pas, mineurs non accompagnés. Donc dans les MNA, ils ne le sont pas tous, mais beaucoup sont malheureusement voleurs et agressent dans des situations compliquées.
Et donc la dalle du Colombier était un lieu important pour eux de passage, puisqu'il y a 3 établissements de nuit à cet endroit-là, en fait, autour de ce lieu-là. Ouais. Donc 3 établissements, vous imaginez bien que c'est plusieurs milliers de personnes qui passent au même moment, au même endroit la nuit. Et donc les dealers, c'était, parce que ça ne l'est plus, mais c'était un des meilleurs endroits stratégiques pour pouvoir faire leur business. Et puis les MNA, encore plus facile, plus il y a de passages, plus ils ont des victimes potentielles. C'est ça, parce que vous dites dans les MNA, effectivement, il y a les violents, il y a les zonards, il y a diverses catégories. Il y a diverses catégories, ouais. Et voilà, et effectivement, il faut les gérer, il faut voir ça. Et on va en parler juste après cette petite pause. Je voudrais que vous nous racontiez, Charles, cette rencontre que vous avez eue avec cette France de l'insécurité et de la violence. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et surtout, les humains. Hommes, femmes, jeunes, vieux, et puis la police évidemment derrière et la justice derrière. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que je dirais presque que ce que vous avez vécu, ces lieux, ce sont des pavés dans la mare, et ce qui se fait autour, c'est tout, quoi. C'est la société française dans son ensemble, et c'est pour ça que votre livre me paraît très intéressant de ce point de vue-là. On se retrouve tout de suite avec le Jarl après une petite pause. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Le Jarl, ça va mal finir aux éditions Nemrod. Justement, je voudrais que vous nous parliez de cette réalité-là, de ces réalités de la France que vous avez vécues notamment à Rennes et ailleurs, bien sûr. Mais vous parlez, c'est très intéressant, comment s'organise vraiment une boîte de nuit, des dancing, des discothèques, où il y a à la fois des gens qui viennent, et beaucoup simplement pour s'amuser, pour passer un bon temps, pour jusqu'au bout de la nuit, comme dit la chanson, et d'autres qui viennent pour d'autres motifs, quelquefois castagner, quelquefois dealer, et puis autres, etc. Et vous êtes obligés de faire, vous êtes chargé avec une dizaine de personnes, ou plusieurs dizaines de personnes, de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, et que les gens arrivent ici, passent un bon moment et sortent en sécurité. Comment ça se passe? Comment on s'organise là-dessus? C'est toujours pareil, on regarde ce qui se passe, on analyse la situation, parce que la situation en 30 ans a énormément évolué. Ce que je faisais à l'entrée des boîtes dans les années, on va dire 2000, même 95, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Alors en quoi ça a évolué, justement? Alors je vais vous expliquer, très simple. Dans les années 2000, j'avais une histoire de dingue à raconter par an. Quand je dis une histoire de dingue, c'est une agression au couteau, une attaque avec un fusil de chasse, voilà, une histoire de dingue par an. Et d'ailleurs, le livre le démontre bien, parce que quand je donne des exemples, sur les premières années, j'ai 1-2 histoires à raconter par an. En 2025, j'ai à peu près 3 histoires de dingue à raconter par week-end. Par week-end. Voilà l'évolution. Et d'ailleurs, le livre aussi le montre, puisque toute la moitié du livre passe d'expérience en expérience de terrain, qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Et c'est ça qui surprend les gens et qui choque, c'est que la réalité aujourd'hui est choquante. Et malheureusement, c'est ce que vivent aujourd'hui une grande partie des gens qui sont dans les établissements de nuit et qui y travaillent. Mais malheureusement, il n'y a pas que les établissements de nuit. C'est la réalité aujourd'hui devenue des gens, et l'actualité le montre en permanence. Il y a la rue, le métro, partout, c'est ça. Partout. C'est le dernier en date ce week-end en Ille-et-Vilaine, Val d'Isée, c'est pas très loin de Rennes, à côté de Vitré. Il y a encore eu une attaque de jeunes qui sont venus à une soirée privée de sportifs, des basketteurs, ça c'était samedi nuit, et ils sont arrivés avec des couteaux. Les premiers témoins disent qu'ils sont venus avec des couteaux. Il y a un papa qui est blessé au niveau du crâne. C'est quand je viens de lire les articles tout à l'heure dans le train, on n'est pas loin d'un crépole raté là. Donc c'est dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est partout. Un établissement de nuit, j'ai surpris quand j'ai fait mes premières vidéos là-dessus en expliquant ça, c'est un peu, c'est comme un pays en fait. L'intérieur de la boîte de nuit, n'importe laquelle, c'est comme un pays. On fait du multiculturel parce qu'en réalité, on fait rentrer énormément de gens différents. Il y a les frontières qui sont la porte. Exactement. Les portes, les frontières, c'est la porte. Les gens qui sont devant, donc les portiers et les physios, sont là, donc normalement censés comme des douaniers, censés surveiller ce qui va rentrer dans l'établissement de nuit. Et l'objectif, très simple, c'est pour réunir plein d'individus différents dans le même endroit, on doit quand même trouver quelque chose qui va tous les rassembler, qui va faire qu'ils vont pas se taper dessus. Et c'est ça la difficulté. Oui, et c'est des gens, alors justement, continuons là-dessus, les gens qui sont venus dans les 30 ans que vous avez fait, et pas que le dernier à Rennes, ils venaient de partout.
Est-ce qu'il y avait une véritable mixité ou pas? Ça a toujours été comme ça, la mixité a toujours existé. En revanche, évidemment, faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plus de mixité qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand on ouvrait une boîte, je dis n'importe quoi, mais dans les années 2000, par exemple, et on va parler du maximum, puisque j'ai été au maximum pendant très très longtemps, de nombreuses années. Allez, on va dire que moi je parle toujours d'origine et tout ça. Ça fait moi je suis d'origine croate, mon papa est croate, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucune raison de parler. Voilà. Évidemment, quand on faisait, c'était une grosse clientèle aussi, on faisait 1000 entrées. Quand on avait 900 personnes, on avait on avait sur 1000, on avait 900 personnes qui étaient vraiment. Je dis souvent, on avait des Frédéric, des Lucien, enfin voilà. Et puis on pouvait avoir une centaine de personnes qui arrivaient avec des pays d'origine extérieure à la France. Et avec ça, on organisait nos soirées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, ça a vraiment changé parce que la France a aussi changé. C'est-à-dire que l'immigration a pris une telle ampleur que, automatiquement, dans l'entrée des établissements de nuit, mais partout dans tout le pays, l'adaptation à ces vagues migratoires, même de parents, de grands-parents. Moi, c'est mon père qui est arrivé en France. Elle a explosé. Donc, les établissements de nuit représentent ce que le pays est. Aujourd'hui, dans les établissements de nuit, effectivement, le multiculturel est très, très vaste, très varié, en fait, bien plus qu'il y a 20 ans, 25 ans. Et donc, on doit faire avec ça. Et c'est très difficile parce que parfois, dans le même endroit, les gens peuvent se haïr. Parce qu'en fonction des styles musicaux qu'on va passer, on a des gens différents. Et donc, comme dans un pays, parfois, malheureusement, les gens peuvent se haïr. Alors, ils savent souvent pas pourquoi. D'ailleurs, c'est assez drôle. Moi, j'aime, je vous le dis tout le temps, mais j'aime l'anthropologie, j'aime les humains de tous les horizons. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ils sont comme ça et pourquoi certains peuples détestent d'autres peuples. C'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé, en fait. Bien sûr. Les discothèques, c'est pareil. Et donc, on doit faire avec. Et les physios de toute la France doivent être très vigilants et de faire en sorte que dans le multiculturel, on doit aussi être très vigilant sur les gens qu'on va faire rentrer pour pas qu'à l'intérieur de la boîte, ils se fracassent parce qu'ils se détestent. Oui, alors ce qui est d'ailleurs très intéressant dans vos recommandations que vous avez données à la personne du ministère quand vous avez appris que vous avez rencontré Retailleau, mais on va en reparler, c'est que vous dites par exemple au-delà des tasers, des bombes lacrymogènes, vous dites, mais on n'a pas le droit de mettre des caméras à 50 mètres de l'établissement, alors que c'est là où on voit les gens arriver, etc. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a déjà, c'est évidemment la France de 2 ou 3 vitesses. Évidemment, les gens qui vont dans des petites discothèques privées ne comprendront pas ça, parce que les discothèques privées vous, c'était privé, mais en même temps, c'était les grandes dancing de foule. C'est pas les petits dancing à la Castel ou à la Régine parisien où il y a 200 personnes au maximum, quoi. C'est une autre échelle, c'est bien ça. Effectivement, ouais, on a toujours été avec ma femme dans des établissements accueillant au minimum 1000 personnes. Le maximum, c'était 1500. C'est des grosses vagues. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, expliquez-nous comment on fait, alors justement, comment on fait pour mesurer le potentiel. Les gens arrivent, vous ne savez pas qui ils sont, etc. Bon, il y a la tenue, etc. Comment on fait pour mesurer le potentiel éventuel de danger ou de violence de certains et pas du tout d'autres? Alors en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, j'en parle constamment, c'est le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est comment là où les personnes vont se présenter dans une file d'attente et vont avancer dans cette file d'attente. Des fois, les files d'attente vont faire 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres en fonction du nombre qu'on a. Et donc, on a quelques secondes pour se rendre compte des individus à qui on va avoir affaire. Ici, 50% du filtre est déjà fait, la moitié du filtre. C'est-à-dire que dans le comportement non verbal, on va voir si des individus vont ou ne vont pas s'entendre avec le groupe. Moi, je parle toujours de groupe, de clan, parce que les humains ont toujours fonctionné comme ça. Et donc, à partir de là, le premier filtre se fait. Le second filtre, évidemment, ça va être la tenue vestimentaire. Ça paraît incroyable, mais moi, j'appelle ça dans le livre les armures. Nous avons tous des armures et ça fait 70 000 ans que nous avons des armures. On a toujours protégé notre tête avec des casques ou des chapeaux, parce qu'en 2025, on n'a plus besoin de casque. Les chaussures, les vêtements, le manteau, tout compte. Chaque personne, même autour de ce plateau-là, vous avez votre propre armure. Et moi, j'analyse ça en permanence. Je regarde, quand je rentre quelque part, je regarde comment les gens vont. Et puis, évidemment, dans une file d'attente d'établissement de nuit, c'est une des premières choses que mes physios doivent faire, et je les ai tous formés là-dessus comme ça. Et vous dites que c'est 50% du boulot qui est déjà fait en regardant ça. On voit déjà le premier comportement des gens sur leur langage non verbal. Comment ils vont regarder les gens, comment ils vont parler avec les gens, comment ils vont avoir les termes du bas du visage, c'est-à-dire le sourire, pas de sourire. Les mains sont un facteur très important de langage.
et la façon dont ils vont tourner autour des gens, comment ils vont se déplacer dans la foule et dans leur comportement non verbal. Et ensuite, donc, je vous ai dit les vêtements, donc l'armure. Parce que l'armure, on sait d'où les gens viennent. Voilà, par exemple, les gars des quartiers ont des armures. On est capable très vite de fixer, dire quel quartier ils sont, ils font quoi dans leur vie. Je suis capable de vous dire très rapidement, rien qu'en regardant des vêtements, d'où viennent les gens. C'est pas 100%, hein. Bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur, hein, parce que là, je ne dis jamais à 100%, mais il y a une grande partie qui fonctionne parfaitement. Et puis la troisième chose, ça va être donc le langage verbal et corporel direct, ce que j'appelle la prise de contact. Quand on a le moindre doute, on va donc prendre contact. Et le prendre contact, c'est-à-dire « Bonsoir monsieur, comment allez-vous ?» Ah oui, vous allez vers lui, bien sûr, il y a une prise de contact. Et la prise de contact, en fonction et en fonction des réponses à nos questions déjà bien établies, on sait si ça va être jouable ou pas dans la foule, dans le groupe, dans le clan. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne, en fonction de ses réponses, on va être capable de se dire, ça va pas le faire, ils vont pas s'entendre en groupe. Oui, à l'intérieur, parce qu'on pense en fonction de l'intérieur après. C'est en fonction de l'intérieur, c'est-à-dire quel comportement va avoir l'individu ou les individus, et est-ce que ça va correspondre avec plein de gens qui sont au même endroit, serrés, voilà, comme un pays, en fait. Voilà, ils sont au même endroit, tous ensemble. Est-ce que leur comportement va correspondre avec ceux qui sont déjà dedans ? Et c'est ça les vraies questions. Et donc, je ne vais pas faire toutes les questions ici, parce que en plus on en parle dans le livre, donc c'est ça, les gens vont s'y intéresser. Ouais. Mais là, une des premières choses, et souvent, voilà, c'est vous arrivez d'où ? C'est intéressant de se renseigner. Comme on ne connaît pas les gens, on demande bonsoir, vous arrivez d'où, de quelle ville ? Est-ce que vous êtes de loin, pas loin ? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous êtes du coin, pas du coin ? Si la personne directement nous répond, qu'est-ce que ça peut te faire ? Déjà ça pose un problème, c'est-à-dire que s'il veut même pas nous dire d'où ils viennent, on se dit ça va être compliqué dans un établissement de nuit où les gens se parlent, on sont un peu alcoolisés, ça va être conflictuel, direct. Ça peut être déjà un premier filtre, se dire la personne ne veut pas répondre. On n'est pas des policiers, hein, mais on s'intéresse, on veut apprendre à connaître. Voilà. C'est toute la psychologie en fait du contact. Exactement. On va continuer à en parler, le Jarl, parce que c'est absolument, en fait, c'est toute la psychologie collective, la psychologie de groupe qu'on voit résumée. En fait, vous êtes un miroir qui réfléchit par rapport aux problèmes d'une société et c'est très important. Une chose, si je peux rajouter quelque chose qui peut intéresser les gens rapidement, c'est le contact touché. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y contribue. Quand on voit qu'on a encore des doutes et que même dans les réponses, on doute encore, on va aller jusqu'à chercher un contact. C'est-à-dire on peut toucher l'avant-bras, par exemple, ou juste l'épaule. Si direct il se repousse et il va dire « Oh, tu me touches pas ». Et là, par exemple, c'est un autre comportement. On va dire « Ah là, c'est même pas la peine. En discothèque, ils se frottent, ils vont se toucher, ils vont se rapprocher. Il y a embrouille. Problème. On ne peut pas faire ça. Voilà. On continue à parler de tout cela. Ça va mal finir avec le Jarl. À tout de suite. Restez avec nous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec le Jarl pour ce livre qu'il faut lire parce qu'il raconte beaucoup de choses et qui raconte beaucoup de choses de nous, de notre pays, de notre territoire. Hein. Ça va mal finir. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est pratiquement le même titre d'un livre qui vient de paraître de Kamel Daoud, l'écrivain algérien, franco-algérien. Et donc il y a vraiment le problème, hein, comme dit l'autre, il est minuit, docteur Schweitzer. Dieu a décroché son téléphone et le temps presse, comme disait je ne sais plus quel grand écrivain. Le Jarl, justement, continuons à parler de cet univers que vous avez connu, vous avez pratiqué, vécu pendant 30 ans, des dizaines, des décennies. Et effectivement, il faut parler de quand ça se passe. Et c'est très intéressant dans votre livre, par exemple, vous dites, à un moment donné, vous êtes obligé, comme n'importe quel politique, au bon sens du terme, et stratège à un bon sens du terme, vous êtes obligé, par exemple, de faire, non pas alliance, mais de faire un pacte de non-agression avec un certain nombre de petits dealers de la dalle de Colombier, pour vous protéger des grands prédateurs qui, eux, étaient en train de complètement tuer le quartier. Et vous êtes, et c'est l'alliance entre Staline et Hitler, le moins pire ou le mieux pire. Vous le racontez très bien dans votre livre. Mais je voudrais que vous en parliez, parce que là, on a parlé de la psychologie, effectivement, du geste, de l'attirail, de l'armure. Et oui, et d'abord, avant cela, justement, à l'intérieur.
Ça se passe comment en général à l'intérieur? Ça se passe bien quand les gens sont dans les discothèques ou la discothèque? Dans les discothèques de France, aujourd'hui, on le voit par on va dire l'actualité. C'est très rare de voir que dans les établissements de nuit, il se passe des drames. Je parle bien dedans. Aujourd'hui, c'est sur les extérieurs. Parce que les physios font un boulot formidable, les agents de sécurité en salle c'est national, font un boulot de dingue. Ça a énormément évolué le métier. Et donc, quand les gars à l'entrée font un très bon travail de filtrage, à l'intérieur, ça se passe bien. Ça a toujours. Et aujourd'hui, l'actualité le montre. On a connu des époques il y a 20 ans où les discothèques faisaient parler d'elles dans les boîtes de nuit. C'est quasiment. Maintenant, on n'entend quasiment plus rien. C'est déjà pas mal. C'est une bonne chose. Et alors, on va parler aujourd'hui. Alors, il reste la sortie. La sortie et l'arrivée. En fait, le trajet pour y aller, le trajet pour repartir chez soi. C'est ça qui craint aujourd'hui. Et le trajet pour repartir chez soi est presque plus grave, plus difficile que le trajet pour arriver. Oui, parce que tout simplement, on est des victimes encore plus faciles. C'est-à-dire que quand on arrive, on est dans un état normalement normal, si on n'a pas trop consommé avant et des drogues et de l'alcool, le départ est totalement différent puisque les clients en établissement de nuit, automatiquement boivent de toute façon pour la plupart. Et donc en ressortant, il ne faut jamais oublier que les prédateurs ne vont chercher que les victimes faciles. S'ils prennent des risques, ils n'y vont pas. J'explique ça aussi dans le livre, le choix du prédateur. Et donc, en sortant, on est évidemment plus facilement attrapable. Voilà. Oui, parce qu'on est désarmé, on a bu, on est voilà. Je donne des exemples des filles qui ont failli d'ailleurs dans nos histoires, des filles qui ont failli se faire embarquer par des prédateurs qui attendaient que ça à la sortie de la boîte et on est allé les sauver, à la protéger. Et alors, c'est intéressant parce que vous racontez dans le livre que justement une partie de vos portiers ou de votre personnel ou des gens qui travaillent, de collaborateurs qui travaillent avec vous, raccompagnent. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils raccompagnent jusqu'à leur voiture, c'est ça? C'était un choix stratégique où on s'est rendu compte que parfois même en allant juste à leur voiture, c'est-à-dire faire 150 mètres ou 200 mètres, il y avait aussi des agressions sur les abords de l'établissement. Et donc on avait pris le choix de dire, toutes les demoiselles et tous les garçons qui préféraient se faire accompagner, dans mes membres de mon équipe, il y avait du monde qui les raccompagnait systématiquement à leur véhicule. Et on faisait pareil pour les taxis. C'est-à-dire que quand elles appelaient des taxis où ils appelaient, on leur demandait d'attendre dans l'entrée. Quand le taxi arrivait, on les amenait à leur taxi. Oui. Parce que c'est vrai que là aussi, le danger est peut-être plus accru. En fait, les rues sont devenues compliquées, malheureusement, dans certaines villes de France. Voilà, et on s'adapte. Et alors, j'arrive à effectivement la question. Moi, je suis assez frappé. Je fais le parallèle, c'est à titre tout à fait personnel, mais je suis frappé quand du fait que vous racontez très très bien que à un moment donné, il faut choisir quel est l'ennemi principal et l'ennemi secondaire. Je voudrais que vous parliez de cette espèce, non pas d'alliance, bien sûr, mais de pacte, de l'agression, disons, avec un certain nombre de dealers par rapport à d'autres prédateurs ou zonards très violents. Alors effectivement, dans le livre, ça se passe en 3 phases, où je donne d'ailleurs l'évolution des années. Et là, vous parlez de la deuxième phase. C'est-à-dire qu'il y a une première phase d'abord, où on essaye de faire partir tout le monde, on appelle la police vient, font des interpellations, que ce soit MNA ou dealer, et puis on se rend compte très rapidement que c'est compliqué parce que dès le lendemain, ils sont tous représents sur la dalle. Ils reviennent. On entend ça dans toute la France tout le temps. Je dis constamment, ils nous les laissent tous dehors. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Et la deuxième phase dont vous parlez, c'est que je me suis rendu compte, comme je vous dis, j'analyse toujours le territoire, les comportements des gens, et je me suis rendu compte que les dealers étaient très emmerdés également par les MNA. Les MNA étant agressifs et violents quand on refuse de donner le portable ou le portefeuille, donnent des coups et mettent des gens très, très en danger. Les dealers, eux, à l'inverse, ne font pas ça. Eux, ils veulent du business. Ils veulent que ça se passe bien sur leur territoire à eux, pour pouvoir vendre tranquillement et qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, je me suis dit, puisque la justice nous les laisse tous dehors et qu'on doit s'adapter avec, on va changer de méthode. Je suis allé voir les dealers, dont certains gérants. Il y a les gérants, ce qu'ils appellent les petits. Les petits, c'est ceux qui placent. Les gérants, ce sont ceux qui viennent relever les caisses le matin. C'est important, ça. D'accord, ça fonctionne comme une entreprise, vraiment. Vous dire les petits, ce sont ceux qui dealent sur place. Voilà, les gérants, eux. Et les gérants viennent ramasser Bien sûr, les gérants, c'est les plus, ils sont plus haut gradés. Bien sûr. Voilà, on parle en termes de grade. Ils ont tous leur yarl. En fait, ça fonctionne. C'est toujours. La hiérarchie. Territoire. Depuis la nuit des temps, tout est question de territoire. Bien sûr. Et donc, je me suis entendu, entre guillemets, avec des gérants pour dire, on va faire simple, on n'est plus en guerre entre nous, on vous laisse, on va dire 3 places, c'était 3 places exactement, 3 endroits stratégiques pour vous. La seule différence, c'est qu'on vous demande de nous empêcher de venir tous les MNA, parce que les MNA sont violents avec nos clients. Et les gens de passage, parce qu'il n'y avait pas que nos clients, il y avait ceux qui allaient aussi dans les autres établissements. Et ça a fonctionné pendant à peu près 1 an. Ça marchait
Plutôt pas mal, parce qu'il faisait ce qu'on n'avait plus besoin de faire, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des MNA qui volaient sur la dalle, les dealers faisaient le travail à notre place. Voilà. Et pourquoi ça ne durait qu'un an ? Parce qu'ensuite, Rennes a encore évolué dans les folies de violence entre dealers, et on a eu les fameux tirs à coups de calage dans la ville. On a eu énormément d'assassinats parce qu'il y a eu des coups de couteau mortels. Voilà. Et alors là, on s'est rendu compte que entre dealers, ils s'entretuaient même devant la dalle. Où on s'est retrouvé un soir à soigner des dealers, c'est-à-dire qu'ils avaient des coupures de coups de couteau au niveau des bras et du corps. Et là, je me suis dit, bon, là, ça se complique encore une fois. Ça, c'est la 3e phase où je l'explique dans mon livre, où là, il n'y a plus le choix. C'est que je suis obligé de regérer les gérants et dire, vous ne pouvez plus venir là, parce que là, on est même obligé, nous, de vous soigner. C'est-à-dire que là, c'est plus possible, en fait. Donc, une situation qui s'aggrave, quand même, à chaque fois. C'est aggrave. Qui monte d'un cran, Et puis, elle était montée vraiment dans un cran énorme à Rennes. Qui aurait imaginé, il y a encore 5 ans, que des types se seraient tirés dessus dans la ville? Personne, en fait. Alors, comment ça se fait, vous, encore une fois, c'est l'exercice d'un chapitre de votre livre qui me dit, mais sentiment d'insécurité, il n'y a aucun problème, il faut que les piétons aient des lampes. Comment on arrive Comment on arrive là Comment on en arrive à là En fait, c'est à force de gérer tous les problèmes avec des fleurs, on en arrive à ce que ceux qui sont violents le sont de plus en plus, et ceux qui sont censés nous protéger de cette violence sont de plus en plus dociles. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre système, en fait. Alors évidemment, l'utilisation de la violence est toujours à proscrire, je le dis sans arrêt, et que ce n'est jamais la meilleure des solutions. Mais qu'à un moment donné, on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait depuis 30 ans ne fonctionne plus, et que eux deviennent de plus en plus violents et brutaux avec les gens qui nous, les gens normaux. Et puis, notre police n'a plus grand moyen d'action réelle, en fait. C'est compliqué. Tout le problème, juste pour parler de Rennes, en 2023, Rennes a recensé un total de 16 964 crimes et délits pour une population de 225 080 habitants. La ville affiche ainsi un taux de criminalité de 75,4 pour 1000 habitants. Ce qui est quand même... C'est énorme. Très pour une ville de Rennes, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, notre vrai problème aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye tout au long du livre de l'expliquer, c'est-à-dire que la réponse n'est plus adaptée aujourd'hui à ce qui nous arrive. Et il faut vite changer les choses, parce que c'est de pire en pire pour les gens. Vous vous rendez compte qu'on en est à un point où on donne des sifflets à des femmes pour aller dans la rue pour se défendre. Des sifflets pour se défendre. Rien quand je le dis, c'est juste hallucinant. Oui, parce que vous avez expliqué que les bombes lacrymogènes sont interdites. En fait, c'était une des seules choses. Alors, elle est non létale. C'est non létal. C'est une des seules choses qui est très efficace pour que les demoiselles puissent, je dis demoiselles et hommes, parce qu'aujourd'hui les hommes sont pas épargnés, mais les demoiselles puissent se défendre en cas d'agression, et même ça on leur a enlevé. C'est-à-dire que même ça, c'est-à-dire que on laisse quoi aujourd'hui? On leur donne des sifflets. Et je le dis sans arrêt partout, mais les filles surtout ne sifflez pas dans un sifflet pour faire fuir des agresseurs. Au moment où vous allez siffler, l'agresseur va vous frapper pour vous faire arrêter de siffler, en fait. Il va atteindre directement le contact violent. Et vous dites, Yovan Allard, quand vous aviez 15 ans, vous le dites dans votre livre, je trouvais une phrase, au curé du village qui me prendra à part pour me confier, parce que vous étiez un peu bagarré, à l'époque, pour des raisons d'ailleurs légitimes que vous racontez. Yovan, dit-vous, le curé, c'est votre nom. Sache que la violence ne fait qu'engendrer la violence. Je répondrai, non, monsieur le curé, la violence peut également arrêter la violence. Et ça, c'est presque une phrase taboue. Dans la doxa du politiquement correct, on ne peut plus dire. On ne peut plus le dire, et pourtant, quand on aime l'histoire, quand on aime l'anthropologie, quand on aime ce qui s'est passé avec les histoires humaines, comment on a arrêté les Allemands quand ils ont décidé de tout prendre? On les a arrêtés avec des fleurs? Non, en fait, les Américains, les Alliés sont devenus sur le territoire encore plus violents. Ça a été violent pour pouvoir les faire partir, très très violents. Ça part de là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte assez rapidement que et c'est pas ce que je conseille aux gens, je le dis parce que c'est déjà d'une part c'est interdit, mais j'explique qu'à un moment donné, une certaine violence quand elle arrive à un point, pour l'arrêter, il n'y a pas 50 solutions. Si on n'est pas plus violent que les gens, il y a un très bon exemple dernièrement. J'aime bien me servir d'exemple. Moi, j'aime le terrain. Il faut, c'est important. Il y a une vidéo qui a circulé ce week-end à un Foot Locker où un jeune vient, enfin un jeune, 20-25 ans, et vient dans le Foot Locker pour créer un vol. Le Foot Locker, dites ça pour eux. C'est un magasin de vente de chaussures. C'est ça. Voilà. Et il rentre dedans, il essaye de voler, s'interpose des vendeurs. L'individu essaye de devenir brutal avec un des vendeurs, et le vendeur fait quoi pour se sortir de l'affaire? Il devient plus violent.
il se passe quoi ? Le voleur s'en va. Est-ce que ça, c'est grave de le dire ? Bah non, en fait, c'est ce qui s'est passé, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on voit le vendeur se défendre, puis pas n'importe comment, il finit même par prendre la barre, on le voit sur la vidéo, une barre métallique, et il court après le voleur. Oui. Voilà, je sais que c'est pas... Et on voit dans ces cas-là, souvent, il faut le dire, la police a arrêté qui ? Le vendeur. Pour voie de fait. Non, mais ça, là, vous parlez à convaincu, vous prêchez à convaincu, je le sais, c'est toute ma vie. Vous connaissez ça, on l'a vu, on va continuer d'en parler. Hein. Et si je dis ça, au 0826 300 300, si vous voulez parler, intervenir avec le Jarl, n'hésitez pas. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Vous avez 2 appels, André, en attente. D'abord Emmanuel qui appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, ça faisait longtemps, vous m'entendez bien ? Très bien Emmanuel. Parfait. On vous Alors, écoute. bonjour à vous et bonjour au Jarl, parce que je connais pas son prénom, mais bon, je l'appelle comme ça parce que je le suis aussi. Moi j'ai vécu à Saint-Herblain, ça a été exactement la même chose qu'à Rennes, et je vis à Bordeaux aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a un ensauvagement complet et surtout un laxisme total, et moi je discute beaucoup avec des gens qui sont sur les marchés, soit commerçants, soit tout simplement, comme moi, des citoyens. Et en fait, on a le sentiment réel, c'est qu'en fait, la loi s'applique à ceux qui la respectent. Ah oui. On n'a plus du tout de garde-fous par rapport à ceux qui s'en foutent. Et nous, on est par contre matraqués de normes, de lois, Alors nous, on fait... Regardez, on en avait discuté il y a quelques mois. La personne qui avait arrêté les voleurs qui étaient chez lui, avec sa femme, sa fille, il en avait maîtrisé un des deux, il a pris plus cher que le voleur parce qu'on l'a accusé de séquestration. Alors, si c'est pas une volonté derrière, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que là, c'est dans la logique cartésienne, c'est juste pas possible. C'est vrai, Emmanuel... Le Jarl, qu'est-ce que vous réagissez ? En fait, j'entends bien exactement ces propos-là. On est arrivé à un tel point que je pense que même au plus haut de l'échelle, les décideurs essayent de mettre tout en place pour atténuer le plus de choses possibles. Ils veulent quoi aujourd'hui ? Ce qui les inquiète le plus, c'est que le peuple, je pense, c'est-à-dire que le clan qui doit être censé protéger normalement par l'État, ne se débrouille pas par soi-même. Toute l'histoire humaine et partout dans tous les peuples du monde ont toujours fonctionné comme ça. Si le peuple a l'impression, moi je parle de clan toujours, mais le clan a l'impression qu'il n'est plus protégé, mais c'est le peuple, alors... c'est incroyable, mais il décide de se défendre tout seul. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer progressivement et petit à petit en France. On s'en rend compte, et je pense que très très haut, dans ceux qui décident, que ce soit les préfets, les ministres, prennent toujours des décisions qui font qu'ils vont limiter cette possibilité de nous défendre nous-mêmes. Mais ça occulte une chose essentielle. Comment ça se fait qu'on se retrouve à être obligé de se défendre nous-mêmes ? C'est ça la vraie question. Et la question de l'autodéfense, elle est posée, et de la légitime défense, c'est encore autre chose, elle est posée aussi. Je crois que nous avons aussi un deuxième appel de Richard, de Toulouse. Richard, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Richard. Oui, juste déjà, moi qui suis plutôt outdoor, je suis toujours sorti. Il y a 2 semaines, on était, pour pas le citer, au Planet Rock à Toulouse. Et en fait, avec ma compagne, on sortait beaucoup et on tient à remercier les gens qui gèrent nos soirées. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde capable de faire ça et ça demande des compétences énormes. Voilà, donc outre ça, j'avais une question. Mon frère connaît un commissaire de police à Toulouse et il lui a dit il y a 70 000 personnes qui devraient être en prison aujourd'hui qui sont dehors. Donc ça augmente énormément la délinquance, on va dire, de moyenne criminalité. On n'a pas de place de prison, donc ils sont dehors, donc on les relâche au bout de quelques jours, etc., etc. Et donc la question, c'est pourquoi ça ? Mais en fait, je pense que si on veut cacher la déliquescence, parce que le nombre de personnes en prison, c'est vrai que le thermomètre de la sécurité et de la dégradation de notre société. Si on passe de ce 80 000 à 130, 140 000, c'est pas pareil. Oui, alors la prison, les prisons, le fait, vous dites, on les a tous, on nous les laisse tous dehors. Vous le dites, le Jarl. On nous les laisse tous dehors. Je le répète sans cesse. Et encore une fois, toute l'actualité, il n'y a pas une semaine, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas très longtemps à Rennes, un coup de couteau, encore une fois, parce qu'il y en a quasiment toutes les semaines maintenant à Rennes, un coup de couteau sur une terrasse d'un bar, un samedi soir ou un vendredi soir, j'ai plus le moment exact. On découvre que l'individu a 33 condamnations, pour la plupart pour de la violence. 33 condamnations. 33. Si là encore, on nous les laisse tous dehors, comment ça se fait qu'il est dehors ?
On m'a donné la réponse. À chaque fois, il est considéré comme un peu fou, donc il fait un stage déséquilibré dans un hôpital, et puis il ressort quelques jours après. Donc il est toujours dehors. Et tout par delà, encore une fois, on ne protège plus le clan, on ne protège plus le groupe, plus le peuple. Et c'est là que ça devient très inquiétant. En fait, c'est jusqu'où on va accepter ça, en fait. Alors j'entends bien, il n'y a plus de place en prison. Alors de toute façon, les rares places en prison qu'il y a, je peux vous dire que moi, les gens qui sont en prison, mon métier fait que je les côtoie, d'accord ? Parce que évidemment, le métier de la nuit, les gens quand ils sortent où ? Ils vont aussi dans les établissements de nuit. Les prisons, vous savez, si je vous montre le nombre de STAP que je reçois de gens qui finalement vont en prison, sont parfois de gros délinquants, mais même bien quand même, parce que finalement ils trouvent que j'ai raison. C'est ça qui est assez drôle, je l'explique dans mon livre. En fait, la prison, c'est cool, c'est encore mieux que leur appartement. Donc ils ont absolument tout va bien. Ils continuent leur business en prison, tout est tablettes, nickel. des massages, etc. Ils ont absolument tout va bien. Donc aller en prison n'est pas un lieu qui les inquiète en fait. C'est plus ça, c'est plus un lieu. Et alors que la punition la plus sévère devrait être la prison en France, mais ça n'est plus le cas. Ce n'est pas une punition sévère. Maintenant le Yarl. On arrive en fin d'émission, on pourra en parler, on en reparlera aussi, bien sûr. Alors, vous dites, ça va mal finir, c'est le titre de votre livre, mais ça va mal finir, et où ça va finir vraiment, parce que les gens vont se dire, autodéfense, puisqu'on ne peut pas, la police est là ou l'armée est là pour défendre le citoyen, c'est la fonction régalienne, ils ont le légitime pouvoir de prendre des armes. Est-ce qu'un jour, on va en arriver là ? Si le prochain gouvernant, le prochain président ne change pas tout ça en urgence, vraiment, sans passer par tout un tas d'étapes qui à chaque fois tout saute, ça va mal finir. L'histoire l'a toujours prouvé. On peut repartir des 1000 ans en arrière, si on veut, 2000 ans, 3000 ans. On regarde toutes les histoires humaines, quand le peuple, n'importe quel peuple, je parle bien de n'importe quel peuple, se trouve en danger et ne peut plus avoir son territoire protégé. Quand je dis territoire, ça part de là. Je l'explique dans mon livre. La chambre de l'enfant, la maison, le village ou la ville, la région, le pays. Là, on en est rendu jusqu'à la maison. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus en protégé jusqu'à chez nous. En fait, quand on ne protège pas toutes nos frontières, quelles qu'elles soient, intimes, familiales, de quartier, exactement. Le territoire a plusieurs étapes. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire humaine. Avant, on avait le clan dans le village d'en face, il était à 200 mètres. Et puis voilà, il n'y avait pas les pays comme c'était aujourd'hui. Il n'y avait pas des limites. Aujourd'hui, ça a juste changé de taille, mais le comportement humain est exactement le même. Je rappelle, nous avons que 70 000 ans, nous sommes une paille humaine, notre comportement intérieur est exactement le même. Et donc si on ne change pas ça... Si le prochain président met pas un gros coup de pied dans absolument tout le système, il ne décide pas de dire, les Français, dites-moi ce que vous voulez, sur à peu près 10 thèmes clairs. Et allons-y, faisons ce qu'il y a à faire. Ça va péter, les gens en ont vraiment marre. Eh bien ça demande une colonne vertébrale. Espérons que le produit est toujours en vente en France ou sur le marché. On le saura. Merci Le Yarl. Je rappelle votre livre et je le recommande encore une fois. Ça va mal finir aux éditions Nemrod. Lisez-le parce que, un homme averti en vaut 2, mais un peuple averti en vaut 100 000.